Juste quelques mots pour dire que j'étais heureux, avec notre équipe, on a tous été heureux de participer à ce moment. Il y a peu de moments d'éthique auxquels on a la joie de participer aujourd'hui, parce que l'éthique, une certaine conception qu'on s'en faisait, aujourd'hui est assez révolue. Ce qui me frappe, c'est d'abord l'enthousiasme du comité d'éthique de l'INSERM et sa créativité dans un contexte où il faut tout repenser et réinventer. C'est mon sentiment. Nous, on était beaucoup partis sur la dynamique du Code de Nuremberg, avec un contexte, effectivement, qui incitait à une certaine forme de pondération et à une rigueur dans notre approche de l'éthique. Et on voit, et tout à l'heure, Mylène a évoqué la déclaration d'Helsinki, la dernière version de 2013, on voit quand même, à travers les générations de Helsinki, comment les concepts sont retravaillés et comment, à un moment donné, certains concepts perdent en pertinence. Et donc, on a encore des gens qui font de l'éthique d'hier, c'est-à-dire qui galopent sur des concepts qui n'ont plus une véritable pertinence. Donc, le premier constat, un grand merci, mais vraiment du fond du cœur, parce que, de la même manière que nous, on a du plaisir à faire de l'éthique auprès de professionnels qui incarnent au quotidien un certain nombre de valeurs, là, il y a un appel à de la valeur. Et ça sera mon deuxième point. Il faut vraiment réinventer de la valeur. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a en commun à défendre aujourd'hui et au nom de quoi notre démocratie a besoin de résister par rapport à une certaine forme. Alors, ce n'est pas le mot terrorisme que j'emploierais, mais pour certains, ça peut être ressenti par rapport à la valeur, par rapport à ce qu'il est constitutif, comme du terrorisme. C'est-à-dire, dans la critique qui est faite de notre modernité, il y a aussi dans cette science dont on ne voit plus, et c'est ça que j'ai interrogé tout à l'heure en écoutant les uns les autres, on avait une vision peut-être qui était d'exemplarité, un humanisme un petit peu désuet de ce qu'était la science, le progrès, les valeurs qu'elle portait, l'universalité. Et on n'a pas le sentiment, dans ce qui se passe aujourd'hui dans les innovations, que ces préoccupations soient au niveau de ce qui mobilise quelque chose qui échappe à tout le monde. C'est-à-dire, on a le sentiment qu'effectivement, ce sont des flux financiers, c'est une envie de publier, d'exister par rapport à une communauté scientifique, mais on ne voit plus véritablement la question du sens. Voilà. Et donc, j'ai le sentiment que ce que vous faites à l'INSERM est exemplaire, je le dis vraiment, par rapport à d'autres comités qui sont moribonds, et même par rapport à des instances comme les espaces éthiques. Nous, on est des espaces éthiques au cœur des réalités du soin, d'une certaine manière, enrichis par des questionnements. Mais si on n'a pas quelques instances qui posent, non pas dans des avis, mais dans des notes, un certain nombre d'éléments de questionnement pertinents, on est un peu perdu. La vraie question, c'est au-delà des questionnements que vous portez, et avec beaucoup d'intelligence, où est le politique là-dedans? Parce qu'on est parti sur une crise de légitimité à travers les conflits d'intérêts. Mais où sont les légitimités? Je ne dis pas où sont les normes, mais à quelle, non pas utopie, à quelle valeur aujourd'hui politique, à quelle valeur démocratique enraciner un certain nombre de processus, non pas pour les limiter, puisqu'on a vu que leur force, c'est par nature d'être transgressif et de surprendre un peu tout le monde, mais pour essayer de trouver encore... Alors tout à l'heure, j'ai bien aimé l'expression, je ne citerai pas son auteur, mais pour moi, ça a été une expression extraordinaire, c'est la plasticité humaine. Donc on nous a beaucoup parlé, grâce à un spécialiste, de la plasticité neuronale, gliale, etc. Donc ça, on avait compris. Nous, on a compris qu'il y avait une telle plasticité éthique qu'il n'y avait plus d'éthique. Et là, la plasticité poussée à la question, au niveau de l'humain, non, ça nous interroge. Parce qu'on a le sentiment aujourd'hui qu'on est happé par une espèce d'idéalisation ou de mystification du transhumanisme qui nous endort dans des débats sans fin, jusqu'au moment où on va se découvrir absolument nus, démunis de toute ressource pour dire ce qu'est l'humain aujourd'hui. Juste un point aussi que j'ai noté d'extraordinaire dans une des interventions, c'est que, et c'est l'objet quand même de l'INSERM, on a des personnes malades, des personnes vulnérables qui attendent tout. Et au nom de quels critères peut-on leur refuser ce qu'elles attendent, ces personnes? Et moi, je me vois mal, alors que je ne suis pas professionnel de santé, mais dans des débats éthiques, par exemple, de dire... j'ai vu par exemple qu'on a abordé la Corée du Clinton. Nous, il se fait qu'on travaille beaucoup avec les gens, notamment Ding Dang Dong. Je ne vois pas au nom de quelle valeur, de quelle réticence morale on peut remettre en cause ce qui pour eux est de l'ordre d'une espérance, j'allais dire chevillée au corps, d'histoire familiale. Cela étant, j'ai noté cette phrase qui m'a beaucoup impressionné, ne nous extirpez pas du patrimoine biologique humain.
Et à un moment donné, quelqu'un a parlé d'eugénisme par rapport même au diagnostic prénatal. Enfin, je veux dire, nous, on ne voit pas les choses en ce sens, mais on voit parallèlement à ça des gens qui revendent des identités, c'est-à-dire qui disent ne touchez pas à ce que nous sommes et ne cherchez pas à nous imposer une normalité biologique. Notre anormalité est la richesse de ce que vous êtes, ne serait-ce que dans les questionnements qu'on pose. Et je crois que c'est vrai aujourd'hui. Plus que jamais, je crois, on a besoin d'anormalité. Et plus que jamais, j'ai le sentiment qu'on a besoin de se retrouver aux marges, beaucoup plus qu'au centre de quelque chose qui est de l'ordre d'un consensus dont on ne sait plus, il est le consensus de quoi ? C'est-à-dire, autour de quoi ce consensus qui est fait d'abdication, qui est fait de renoncement, qui est fait d'insuffisance, au nom de quoi il nous réunit et au nom de quoi on a un consensus. Je ne sais pas si j'arrive à me faire exprimer, enfin à être explicite. Moi, ce qui me navre un peu, c'est que je me suis investi depuis quelques années dans le champ d'éthique et je suis comme un sentiment, si on veut, de trahison. C'est-à-dire, je dis, j'ai été du parti de gens qui ont cru à l'éthique et qui ont échoué. C'est-à-dire, dans ce que j'écoute aujourd'hui, de ce qui se passe dans le domaine scientifique, j'ai l'impression qu'il y a un échec des 20 dernières années de l'éthique. Il y a eu des gens entreprenants, on a des gens comme Christian Hervé, enfin, on a un certain nombre de personnes qui ont cherché à investir le champ, on a des étudiants qui ont fait des doctorats, etc. On sent qu'on est totalement démunis. Donc je terminerai, non pas sur quelque chose que j'ai commencé, mais première chose, la question de la confiance. C'est pas à quoi faire confiance, mais c'est à qui faire confiance. Et je pense qu'on a besoin d'exemplarité. Et je remercie à titre amical et pour le connaître bien, Hervé Schneeves, je me permets de le dire, pour l'exemplarité qu'il représente pour beaucoup d'entre nous, puisqu'il se trouve, j'allais dire, dans la synthèse entre une recherche de très haut niveau, une réflexion à travers sa revue, d'une certaine manière, et son investissement, je trouve assez lumineux, parce que ce n'est pas si évident aujourd'hui d'être le responsable, en tous les cas l'animateur, d'une structure d'éthique. Moi, on me dirait aujourd'hui, prenez le comité d'éthique de l'INSERM, je ne saurais pas faire, et je suis heureux de m'approcher de la retraite, puisque je me sens absolument démuni. Donc, un grand remerciement à toi et à l'équipe. Deuxième point, je crois qu'il y a vraiment une réflexion à mener qui est une réflexion éminemment politique et qui touche à notre démocratie. Et voilà, le seul problème, tout à l'heure, quelqu'un évoquait l'Assemblée nationale, donc on a des instances qui participent même à des instances de réflexion, d'anticipation, mais on a l'impression que des politiques qui devraient, d'une certaine manière, incarner un certain nombre de repérages sont totalement déphasés, comme chacun d'entre nous, par des informations qui sont cumulatives, précipitées, pour lesquelles on n'a pas de recul, et surtout pour lesquelles on n'a pas d'éléments de lecture, en quelque sorte. Et c'est intéressant de voir que nous, on travaille sur l'anticipation, mais dans un champ très limité, qui est les maladies neurologiques dégénératives. Mais personne dans la salle, quelle que soit sa compétence, ne peut dire ce que demain on va apprendre d'une innovation qui va encore bouleverser le peu de soutien qu'on avait encore par rapport à des valeurs qu'on portait. Voilà une question que je pose. Et puis je termine sur le point qui me semblait pas le point le plus important, mais à plusieurs reprises, Grégoire l'a évoqué, la question de la régulation. Quelle est la fonction d'un comité d'éthique, aussi brillant soit-il aujourd'hui? Il peut alerter. Il y avait Jonas aussi, enfin, je veux dire, il y a des figures, j'allais dire, de la Bible, il y a des figures aussi de l'Antiquité qui alertaient. Mais on alerte. Mais s'il n'y a pas de réceptivité, s'il n'y a pas de véritable écoute, si les gens sont aussi fascinés qu'ils le sont par des progrès dont on nous promet en quelque sorte d'une manière un peu heuristique qui vont nous permettre de nous élever au-dessus de notre condition humaine, voilà. Comment créer de la réceptivité? C'est-à-dire comment faire que notre société acquiert un certain nombre, non pas de compétences, mais un certain nombre d'envies de défendre ensemble, non pas d'une manière j'allais dire défensive au sens réactif du terme ou réactionnaire, mais d'une manière constructive, des défis dont on a le sentiment ou la sensation que se joue aujourd'hui de l'irrévocable et de l'irréversible. Et on a l'impression comme ça,
pas uniquement avec Daesh, hein, mais moi je mets Daesh, plus le reste, plus le reste, plus le reste. Mais je pense que l'approche de ce qu'on a évoqué, notamment à travers la capacité d'intervenir au niveau de ce qui nous est constitutif, de ce qui, d'une certaine manière, marque aussi notre humanité en tant que telle, j'ai l'impression que tous ces éléments ont besoin d'être reçus quelque part et qu'il faut être inventif. Et donc, je terminerai pour dire comment aujourd'hui être inventif d'une éthique, qui soit celle d'une résistance, d'une éthique qui soit démocratique. Et merci de nous avoir donné, en tous les cas, nous, on a eu le sentiment avec notre petite équipe, quelques linéaments qui nous rendent plus rassurés. Et donc, on a envie de travailler avec le comité d'éthique encore pendant quelques années, si la science nous permet encore de suivre quelques années. Bon, c'est toujours très très difficile de parler après Emmanuel parce qu'il dit en quelques mots des choses d'une puissance et il ouvre des champs. Alors puisqu'on est dans des exercices de réponse, moi je voudrais souligner à quel point je ne suis pas du tout d'accord avec tout ce que tu as dit. D'abord parce que je crois que l'espace éthique de l'assistance publique que tu as créé avec, ou à l'initiative de Didier Sicard il y a 20 ans maintenant, a été un de ces premiers espaces d'ouverture de réflexion. Et qu'effectivement, une des réflexions qu'on a avec Yves Lévy, avec François Hirsch, avec Thierry Damerval, c'est de savoir où se situe notre ouverture de réflexion et où pourraient commencer quelques recommandations et une dimension plus normative, plus déontologique. Et dans l'état actuel des choses, on a préféré l'option de rester un comité d'éthique et non pas, comme par exemple à l'IRD, un comité d'éthique et de déontologie ou à l'INRA. Parce qu'on veut garder cette ouverture et cette ouverture de réflexion. Et je dirais qu'une des dimensions les plus surprenantes, on va revenir à Michel Foucault. Vous savez tous que, en dehors du fait que c'est un de nos philosophes, est-ce que c'est de la philosophie, est-ce que c'est de l'épistémologie, est-ce que c'est de l'histoire? Voilà, il a su bouleverser en tout cas les frontières. À un moment donné, au milieu des années 70, il commence l'histoire de la sexualité. Et il écrit un tome 1 dans lequel il explique sa méthode et il explique qu'est-ce qu'il va écrire. Et on attend que les tomes 2, 3, 4, 5, puisqu'il les annonce, sortent dans les mois qui suivent. Et puis, il va se passer 5 ans sans rien. Et au bout de 5 ans, il sort coup sur coup le tome 2 et le tome 3. Et la moitié du tome 2 est consacrée à expliquer que tout ce qu'il avait prévu et tout ce qu'il avait dit dans le tome 1, l'analyse s'était révélée faux à ses propres yeux. Et il conclut cette partie en disant « Et que vaudrait l'acharnement du savoir s'il ne devait valoir, et autant que faire se peut, l'égarement de celui qui connaît ?» Et je crois que nous sommes confrontés, nous, dans notre champ d'études, à une explosion des données. Et on l'a vu tout au long de la journée. On voit que si nous nous posons des questions sur les découvertes inattendues, c'est parce que nous sommes face à des données massives. Et que la question n'est pas celle de l'algorithme pour une pathologie comme celle de l'Alzheimer, avec déjà beaucoup de facteurs intercurrents, mais la moindre analyse du génome qui va être faite dans les centres anti-cancer, par exemple, va révéler 100, 500, 1000 variants génétiques dont aucun n'est absolument pertinent. S'il y a une mutation dans BRCA1, ça sera simple. Mais dans la plupart des cas, ça sera des variants. Et des variants dont nous ne pourrons pas dire grand-chose. Et donc, nous sommes face à une explosion des connaissances, une explosion de ce que nous appelons connaissance au sens des informations. Et chacune de ces nouvelles informations remet en cause nos savoirs. Et donc, que savons-nous finalement? Et quand on s'interroge sur le groupe de travail découverte inattendue, on s'interroge sur les différents éléments de la pertinence. Qu'est-ce que veulent dire ces données? Quel est le savoir qui est tiré de ces données? Quand nous nous interrogeons sur la perception de l'animal, nous nous réinterrogeons sur la question de la valeur de nos savoirs. Et on voit, et on l'a vu tout au long de la journée, que tout cela n'a de sens que recontextualisé. On l'a vu il y a quelques instants avec les recherches au Sud.
On le voit dans le contexte d'une accumulation de données, mais qu'il faut réinterroger en permanence avec le génome. On le voit sur la question de l'intégrité, parce que la position de l'intégrité, c'est le questionnement sans cesse renouvelé de la réalité et de la pertinence des connaissances que nous acquérons. Est-ce que les tests statistiques que nous utilisons sont pertinents? Est-ce qu'ils ont la puissance qui nous permet d'arriver aux conclusions que nous essayons de tirer dans nos articles? Est-ce que la manière dont est financée la recherche est pertinente au regard de la longue durée nécessaire à l'accumulation de certaines données qui permettront, dans un contexte, d'accéder à ces savoirs? On voit qu'on a une explosion de nouveaux champs d'investigation et de nouvelles informations qu'on a de plus en plus de mal à resituer dans la formulation de connaissances et dans l'acquisition de nouveaux savoirs, et de nouveaux savoirs pertinents dans le cadre institutionnel et pertinents dans le cadre sociétal. Et donc, l'espace de réflexion éthique, c'est là où je serai en contradiction avec ce que tu as dit, me paraît de plus en plus nécessaire et de plus en plus actif. Et on fait pour la 3e fois le constat que vous êtes plus d'une centaine encore à être là en fin de journée, que chaque année on a plus ou moins le même succès, que grâce au fait qu'il y a une captation vidéo, non seulement il y a 200 personnes qui assistent à la journée annuelle, mais il y en a 1 millier qui consultent les différentes vidéos qui sont tournées. Et donc on voit qu'on est dans un domaine où on redevient des vrais sujets scientifiques, c'est-à-dire nous ne sommes pas simplement des techniciens ou ingénieurs producteurs de nouvelles informations, nous redevenons des intellectuels comme les autres, des travailleurs de la connaissance comme les autres, des travailleurs du savoir comme les autres, qui se réinterrogent et qui réinterrogent leurs collègues et la société sur le sens de ces savoirs. Et voilà, on revient donc à Michel Foucault sur cette excitation de l'égarement et des connaissances nouvelles. On vit une époque extraordinaire grâce au progrès technologique, mais tout cela n'a de sens que s'il y a des humains à qui ça sert derrière. Ces humains, c'est vous et moi aujourd'hui. L'élargissement de ce champ d'interrogation, c'est ce qui nous rend toujours plus humains dans un monde qui voudrait nous faire croire que la technique porte sa propre vérité et résout tout. Et je pense que le rôle d'institutions comme l'INSERM, c'est bien sûr de produire des connaissances, mais sans arrêt d'essayer de porter vers le public le sens que font ces connaissances, sens qui n'existe que dans la contextualisation de ces connaissances. C'est ce que nous sommes en train d'essayer de faire avec vous au quotidien de l'activité des différents groupes de travail. C'est ce qu'on va continuer à faire ensemble dans les mois et les années qui viennent. Encore une fois, je vous remercie de votre implication et on a fait un pas de plus sur le chemin aujourd'hui et on continue tous ensemble. Merci.